Bienvenue à Virage, nous avons toute une émission pour vous aujourd'hui. On va vous présenter dans un instant la nouvelle technologie Sky Active. On va avoir aussi notre première chronique de pneus avec Jean Guéroy de Desharnais Pneus et Mécanique. Il faut parler pneus d'hiver, nous sommes malheureusement déjà rendus là. Et aussi, on va aller chez Lorenzo Dumont pour parler mécanique parce qu'il faut entretenir nos voitures. Alors, notre expert Martin Grenier va nous parler de l'entretien à faire sur notre auto avant le début de l'hiver et des temps très, très froids. Salut Jacques! Salut Daniel! Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors Jacques, essai routier du mois cette semaine, la Hyundai Accent, on va en parler un petit peu plus tard à l'émission, voiture importante. Oui. Donc, c'est la voiture qu'on a en studio. Puis on entend parler de cette voiture-là. C'est une voiture qui va prendre beaucoup de place sur le marché, je suis certain, premièrement par son design et la qualité de la voiture. Ça va être drôlement intéressant. Et tout ce qu'on entend parler autour de Hyundai depuis le nombre d'années maintenant qu'ils nous produisent des véhicules intéressants, on va voir tout à l'heure. Oui, hein, parce que on va aller voir avec Martin Grenier justement l'évaluation mécanique et de quelle façon c'est construite cette voiture-là, puis ça mérite sa belle réputation. OK. On va également pouvoir répondre à vos questions un petit peu plus tard à l'émission. 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémag.tv. Vous nous laissez vos questions. Toujours un plaisir de vous lire. Et on en aura retenu quelques-unes pour vous aujourd'hui. Mais avant, nouvelle technologie. Et on a profité justement de l'ouverture de Mazda Châtel pour vous présenter cela avec Philippe Lamarre de Mazda Canada. Sky Active. On vous vit. Je me retrouve présentement accompagné de Philippe Lamarre de Mazda Canada. Bienvenue à Virage, Philippe. Bien, merci, Daniel. Alors, Philippe, on est ici puis on profite de cette soirée pour présenter le Sky Active. On a la chance de l'avoir ici avec nous. Décris-nous en détail qu'est-ce que le Sky Active. Le Sky Active, c'est plus qu'un moteur. Si tu te souviens, en 2010, lorsque Mazda l'a introduit au tout début, Sky Active était souvent référé avec simplement un moteur qui avait une bonne consommation d'essence. Mais en fait, Sky Active, c'est beaucoup plus. C'est le nom d'un programme qui reflète principalement un développement intégré à toutes les composantes d'un véhicule moteur, que ce soit moteur, transmission, le châssis et la carrosserie. Donc, c'est une nouvelle philosophie chez Mazda. On a décidé d'aller dans cette direction au lieu d'y aller vers les hybrides ou autres voitures électriques. On croit vraiment à cette technologie-là. Et parlons un peu, là, évidemment, l'avantage pour le client de choisir Sky Active. Il y en a tout un avantage. N'oublie pas qu'en 2020, l'industrie prévoit que 80 des véhicules qui vont être consommés vont avoir un moteur à combustion interne. Donc, Mazda a été dans cette direction-là en développant les 4 éléments clés qui sont évidemment moteur, transmission spécifiquement et la carrosserie et le châssis. Donc, si on commence par le moteur, évidemment, qui est le nerf de la guerre au niveau consommation d'essence, il y a vraiment eu un développement très poussé. La grande caractéristique, c'est son taux de compression. Donc, on parle d'un taux de compression de 13 pour 1, qui est vraiment le plus haut taux de compression dans l'industrie. Son design intérieur au niveau de la forme des pistons et son design intérieur, essentiellement, font que la consommation d'essence se joue à ce niveau-là, au niveau de la compression du moteur. L'autre chose aussi au niveau du moteur, c'est aussi au niveau des composantes de friction interne. Donc, le nouveau design réduit la friction interne de 30 %. Encore là, un contributeur à l'économie d'essence. Okay. Et justement, on va aller chercher l'économie de carburant de combien avec ce moteur-là? Oui, c'est ça qui est intéressant. Sans être un modèle hybride, on s'entend bien, on parle d'un moteur de 2 litres, de 155 chevaux qui développe 148 livres de couple. Donc, c'est très intéressant. Une bonne performance qui est reconnue pour Mazda aussi au niveau de l'agrément de conduite. Au niveau de consommation d'essence pour une transmission manuelle, on parle de 7,7 litres au 100 km en ville et de 5 litres sur la grande route. Pour la transition automatique, on parle encore d'une économie d'essence supérieure. On parle de 7,1 litres au 100 en ville et de 4,9 litres au 100 sur l'autoroute. 4,9. Aïe, c'est en bas du 5 litres, donc on voit qu'on a fait vraiment le travail. Et juste une petite anecdote, 13-1, là, on se rapproche des taux de compression des moteurs diesel ou à peu près. Oui, c'est une bonne remarque. D'ailleurs, le Sky D, qui est la version diesel, a le même taux de compression que le moteur à essence, encore une fois par rapport à son design intérieur au niveau des pistons. Le tour a été joué au niveau de la consommation, c'est sûr.
Bon, on va en reparler justement du diesel, mais là, parce que tu as dit c'est le moteur, c'est la transmission, c'est le châssis. Si on s'en va aux transmissions, qu'est-ce qu'on a fait du côté de chez Mazda? La transmission, c'est assez simple. Ils ont réduit le poids au niveau de la transmission automatique. Aussi, ça a été aussi au niveau du design intérieur où ce que le feel de la transmission va donner l'équivalent d'une transmission manuelle. L'autre élément aussi au niveau de la consommation d'essence, encore une fois, c'est au niveau du convertisseur de couple. Alors, le convertisseur de couple a été réduit et aussi contribue avec ce qu'on appelle en slang, le lock-up. En temps normal, dans l'industrie, les véhicules vont avoir l'embrayage barré sur le convertisseur de couple à peu près à 60 du temps. Avec SkyActiv, on part d'au-dessus de 80 du temps où ce qui va être en mode engagé ou en lock-up. Donc, un grand contributeur d'économie d'essence. Ouais. Donc, très, très bien. Des transmissions 6 vitesses qu'on va avoir maintenant sur la Mazda? Oui, 6 vitesses au niveau de la transmission automatique et aussi manuelle. Donc, c'est quand même énormément. Puis, on a travaillé également sur les châssis, puis c'est ce qu'on va voir dans l'avenir. Oui, le châssis et la carrosserie, donc au niveau du châssis, spécifiquement au niveau de l'agrément de conduite. Donc, on parle d'angle de braquage et aussi, encore une fois, au niveau de consommation d'essence, tout ce qui a trait au poids. Donc, le poids de la crémaillère, le poids des différentes composantes de suspension fait en sorte qu'on a réduit les poids en général du châssis de 15 Pour ce qui est de la carrosserie, encore une fois, un autre tour de magie. Mazda est reconnu pour justement une carrosserie rigide, plaisante à conduire, mais en même temps, on regarde toujours le poids. Alors, Mazda, avec l'application d'un nouveau type d'acier qu'on appelle High Tensile en anglais, donc de l'acier à haute intensité, Mazda a réussi à augmenter la rigidité de 15 sur son châssis, qui était déjà rigide, et de baisser le poids de 30 Donc, c'est quand même un bon tour de force. Et est-ce que, bien là, tu en as glissé un mot. Là, on va arriver avec les SkyActiv, avec les moteurs à essence. Et vous allez introduire les moteurs diesel. Donc, vous allez être les premiers, après Volkswagen, à arriver avec des moteurs diesel dans les véhicules populaires. Exact. D'ailleurs, Mazda, c'est la première marque japonaise à avoir un moteur diesel qui devrait faire son apparition dans la fin des années, fin 2012, dans ces coins-là. Et encore une fois, on parle d'un autre tour de force où la technologie diesel va utiliser le taux de compression le plus bas de l'industrie, à 13 pour 1. Alors, encore une fois, un tour de force par rapport à son, notamment le turbo à 2 phases, un peu comme la RS7 avait 2 turbos. Et au niveau de son design intérieur, éléments de friction, etc., qui ont été réduits. Encore une fois, une économie très satisfaisante au niveau du diesel. On est très excités de le voir venir d'ici les 12 prochains mois. Le SkyActiv à essence, c'est pas quelque chose qui va arriver quand même dans plusieurs mois. Là. C'est pratiquement pour demain matin. Là. Les concessionnaires vont la recevoir. D'ailleurs, on a la première version ici que Alain faisait référence tantôt. C'est une grande première en Amérique du Nord. Et puis, effectivement, ce modèle devrait arriver fin novembre, début décembre dans les concessionnaires. Donc, c'est pour demain matin. Alors, voilà pour le SkyActiv. Et on nous chuchote qu'il n'y aura pas vraiment d'augmentation de prix pour de l'économie de carburant. Non, pas vraiment. En fait, si on compare le modèle GS de Mazda avec le moteur 2 litres versus le modèle avec la technologie SkyActiv au niveau des 4 composantes, on parle d'une augmentation en moyenne de 700 $. Donc, on n'a pas à payer beaucoup plus cher pour aller chercher de l'économie. Merci beaucoup, Philippe Lamar. Merci beaucoup, Daniel. La chronique mécanique vous est présentée par Autopro, en collaboration avec les garages Lorenzo Dumont et Shell Cartier. Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Nous sommes présentement au garage Lorenzo Dumont. Je suis en compagnie du propriétaire Martin Grenier. Salut Martin. Oui, bonsoir Daniel. Alors Martin, dans cette chronique mécanique, on va parler d'alignement, géométrie et c'est quelque chose que les gens négligent souvent, mais c'est vraiment important de le faire faire. Bien, c'est vraiment important. Écoute, Daniel, on vient d'acquérir cette machine-là, ça fait à peu près 1 an. C'est un équipement ultra moderne. Donc, nos alignements, ils sortent d'ici là, à fine pointe de la technologie. C'est important de faire vérifier sa voiture parce que avec l'alignement, si c'est négligé, on peut avoir de graves problèmes, mais ça nous permet aussi de trouver quelques petits bobos que la voiture peut avoir. Exactement. Si tu me permets, Daniel, lorsqu'un véhicule rentre chez nous, la première chose qu'on va faire lorsqu'il va rentrer sur la rampe d'alignement, on va vérifier, la première chose, la pression des pneus. Est-ce qu'on a une bonne pression qui est recommandée par le manufacturier? Et là, c'est rare que la voiture a la bonne pression. Non, mais j'ai dit, il y a 70 % des gens
de nos clients qu'on n'a pas la bonne pression dans les pneus. À la On base, voit aussi. souvent des gens venir prendre de l'air, ils mettent de l'air, un coup de pied sur le pneu, on est reparti. Mais c'est pas comme ça fonctionne. Pas vraiment, non. Donc ça, c'est la première étape. On regarde la pression d'air. La pression d'air, je suggère fortement de les mettre à l'azote. Pourquoi l'azote? Parce qu'on va avoir une pression constante, pas de surchauffe de pneus, puis pas de variation de température, parce que dans l'azote, il n'y a pas d'humidité. Donc, la pression va rester constante. Première des choses, au niveau d'une correction géométrique de l'alignement, on doit penser à ça. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver comme petit problème? Un véhicule dont les roues ne sont pas alignées comme il faut peut nous donner des grosses surprises? Bien, tu sais, Daniel, l'état de nos routes, comment est-ce qu'ils sont? Je sais que ça travaille fort. On passe beaucoup dans les réparations. Donc, toute la direction est sollicitée. Donc, on se doit de faire aligner notre voiture. Il y a des conséquences à ça, Daniel. Les pneus, c'est très, très dispendieux. J'ai quelques démos de pneus ici, un peu alarmants, que des gens ont été négligents de ne pas faire la correction géométrique après le véhicule. Ici, on prend un pneu, on voit que c'est tout usé en biseau. On a un problème. Est-ce que mes amortisseurs, on a un problème d'amortisseur, de direction ou de ressort et colido qui est cassé ou peu importe. Fait que ça nous dit qu'il y a un problème sur l'auto, il faut aller approfondir. Effectivement. On regarde tous les pneus nous parlent, tout simplement. Et ça coûte assez cher, donc c'est aussi bien de le prévenir Exact. que de le guérir. On va en prendre un autre, Daniel, ici, Oui. qui est moins alarmant un petit peu, juste sur les côtés. Mais s'il y a un côté qui commence à s'user, l'autre côté va le faire aussi. Fait qu'on a un problème de direction, c'est ça qu'on va essayer de découvrir sur la rampe d'alignement. OK. OK? On va le voir très bien. Le dernier. L'autre pneu, lui, est usé tout en escalier si je passe ma main. Est-ce que c'est un mauvais balancement de pneus? Est-ce que j'ai un problème d'amortisseur? C'est ça, il faut que je découvre lorsque je vais faire l'alignement de ma voiture. OK. Donc, les pneus nous parlent. Ensuite, on vérifie avec la machine où est le problème. Exactement. Qu'est-ce qu'il va faire, Christian, qui s'occupe de l'alignement chez nous? Il va sortir une fiche technique de l'auto, toutes ces données. On va voir si on a besoin d'alignement. Ah oui, j'ai besoin d'alignement. J'ai mes roues qui sont dans le rouge. Et on fait l'alignement. Il ressort d'ici. Tout est beau, tout est vert. Avec l'alignement. Tout est correct. Tout est correct. Aussi, ça nous permet de découvrir certaines composantes, on en a parlé un petit peu, mais certaines composantes qui peuvent avoir un problème. Exactement. Qu'est-ce qu'on revoit le plus souvent? C'est au niveau de la direction. Des petits lousses ou des grands lousses au niveau de l'embout de biellette de direction. Une pièce qu'on remplace assez régulièrement, Daniel, due à l'état des routes. Ou, par exemple, l'hiver, sur une chaîne de trottoir, qu'on glisse, puis un petit coup par-ci, ou un trou par-là. Fait que ça fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec un jeu important au niveau de la direction. Toi, Martin, tu recommandes de faire une vérification de son véhicule combien de fois par année? Une fois par année. OK. Une fois par année, c'est nécessaire. Pensez à lorsque, au printemps ou à l'automne, tout dépendant lors d'un changement de pneus. Lors d'un changement de pneus, demandez donc l'alignement de votre voiture, juste pour préserver la longue vie, la longue durée des pneus. Ça coûte tellement cher, les pneus, fait qu'on préserve l'investissement. On préserve l'investissement, puis on prévient aussi peut-être l'usure anormale de certaines pièces. Effectivement. Donc, puis c'est la direction, c'est la sécurité. Alors, on le fait parce qu'on veut que, justement, que quand on tourne notre voiture, tout se passe bien. C'est-tu fatigant quand on conduit avec un volant croche? Exactement. Ça ne coûte pas, c'est pas onéreux, on va préserver nos pneus. Merci beaucoup, Martin. Ça me fait plaisir, Daniel. Nous sommes de retour et c'est maintenant le temps de vous présenter l'essai routier du mois, la Hyundai Accent. Jacques, ça fait longtemps qu'on parle de Hyundai comme, depuis, je pense, c'est quoi, 7-8 dernières années, 6-7-8 dernières années que la montée fulgurante de Hyundai est décollée. Et à chaque nouveau produit, on vante Hyundai. C'est une voiture qui nous impressionne, c'est une voiture qui nous impressionne. Et au début, Hyundai faisait que se réajuster versus la compétition.
On disait, ben là, on sort une nouvelle Sonata. Hop, elle n'est pas chère, elle est bonne, puis ça devient une alternative intéressante. Puis de plus en plus, on voyait que Hyundai suivait la parade. Mais depuis quelques années, Hyundai, c'est eux qui placent la barre un petit peu plus haut que la concurrence. Oui, puis fort de vrai. Et là, le vent de changement, eux, ils ont monté, ils ont continué à monter, ils ne sont jamais arrêtés. Et quand on voit la nouvelle Accent et qu'on la regarde de tout bord, tout côté, on se dit, c'est pas une voiture qui suit la parade, mais c'est une voiture qui dépasse la parade. Parce qu'au niveau design extérieur, intérieur, au niveau motorisation, et lorsqu'on parle de la technologie utilisée, on ne suit pas la parade, on est bien en avant. Oui, beaucoup. Parce que ce qui me fascine, c'est que Hyundai, c'est eux qui ont lancé la guerre des bas prix, si on veut, 1995. Puis on voit que ça a fait mal, que ça a dérangé des gens. Tu as juste à regarder la publicité de Toyota, par exemple. Toyota, as-tu quelqu'un qui a un accent ici? As-tu quelqu'un qui a un accent ici? Bien, je connais bien, il était tout seul dans son studio pour faire sa publicité. Mais c'est certain que ça a dérangé et ça a permis à tous les autres manufacturiers d'abaisser leur prix et d'offrir aussi du contenu quand même dans leur voiture. Alors, Hyundai a été le premier en ce sens-là. Ils ont sorti, ils avaient une bonne voiture qui était intéressante. Mais la nouvelle voiture qui arrive, la 2012, est drôlement intéressante. Et encore une fois, les prix n'ont pas été augmentés énormément et ça va permettre aux gens de pouvoir rouler dans une bonne voiture, d'être confortable, une belle qualité de voiture, qualité d'assemblage, qualité de matériaux, isolation, des anti-rouilles, etc. C'est rien de révolutionnaire, mais c'est quelque chose qui fait le travail continuellement et qui ne demande pas des gros entretiens de frais coûteux. Alors ça, c'est important pour le consommateur. Hyundai a compris ça, eux. Alors, ils l'ont présenté tout simplement aux consommateurs sans faire de flafla. C'est curieux parce que longtemps, comme tu disais, on avait l'impression que Hyundai suivait la parade. Aujourd'hui, ils l'ont devancé. Et c'est tout le monde qui se compare maintenant à Hyundai. Lorsqu'on va pour faire des essais, on a comme véhicule comparatif, on nous emmène des Hyundai, que ce soit n'importe quel type Sonic ou autre. On nous met des Hyundai à côté parce qu'on s'est aperçu maintenant que Hyundai, c'est la compétition. C'est la compétition. C'est la compétition. Et de voir arriver, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est de voir arriver un moteur à injection directe 1,6 litres utilisé dans l'Accent, 138 chevaux avec des transmissions 6 vitesses. Oui. On offre déjà ce que la plupart de la compétition n'ont pas. Toyota est encore avec du 4 vitesses dans la Yaris. Là, il arrive une nouvelle génération, on va voir. Mais les autres, c'est du 5 vitesses. Donc, on a commencé à voir arriver la compétition, mais on force la compétition à réagir selon ce qu'on offre chez Hyundai parce que les gens vont dire, les acheteurs vont dire, hey, on a de l'injection directe, puis on a du 6 vitesses, vous ne l'avez pas. Donc, puis les prix sont bas. Alors, ils sont bien positionnés avec l'Accent. Absolument. Les prix sont bas. La garantie est longue, comparativement. Tu sais, 5 ans, 100 000 km, c'est pas à négliger. Parce que si tu prends un plan de financement de 5 ans, mais tu vas être couvert au moins durant toute cette période-là. Et la compétition réagit, mais à quelle vitesse? Alors que Hyundai, comme tu dis, ont des 6 vitesses. Et les gens, injection directe, ne sont pas vraiment encore au courant qu'est-ce que c'est. Mais quand on va savoir qu'un moteur à injection directe, c'est ce qu'il y a de plus performant, c'est ce qu'il y a de plus économique sur le marché, bien, les gens vont dire, pourquoi se faire qu'on arrêterait un moteur avec un système d'injection ordinaire et qu'on consommerait davantage de carburant? Oui, et c'est plus propre pour l'environnement parce que ça brûle mieux l'essence. Puis ça gère mieux les gaz. Donc, on a quand même une belle technologie. Puis des freins à disque, quoi? 4 roues? 4 roues. Il y a du stock après un Accent? Bien, justement, parlant de freins à disque, de moteur, de transmission, on va aller voir un peu la qualité de construction et l'évaluation mécanique de la Hyundai Accent en compagnie de notre expert, Martin Grenier. Puis au retour, restez là avec nous. L'essai routier du mois vous est présenté par Autopro en collaboration avec les garages Lorenzo Dumont et Shell Cartier. Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Salut Martin. Oui, bonsoir Daniel. Alors j'ai bien hâte de voir ton évaluation mécanique sur cette nouvelle Accent 2012. On va commencer, si tu veux bien, sous le capot. Bien, certainement, avec le petit Hyundai Accent. Ce qu'on a pu remarquer tantôt, Daniel, l'insonorisation à l'intérieur de l'auto, mais à l'intérieur du capot pour insonoriser le son du moteur. Il n'y avait pas ça auparavant. Je trouve une bonne initiative, moi, de Hyundai d'avoir positionné ça.
Oui, dans un véhicule de cette catégorie-là. Oui, effectivement. Fait qu'on se retrouve avec un moteur 4 cylindres 1,6 litres. Il développe 138 forces de moteur. Un bon véhicule, c'est une injection directe. Belle technologie. Oui, une belle technologie. Si on peut voir, j'ai enlevé le capot ici, là. Si on peut voir l'injection directe, bien positionnée, c'est un moteur qui se travaille très, très bien. C'est un moteur de soupape à calage variable qu'on a déjà vu auparavant. Fait que je trouve motorisation très bien. Ce qu'on peut remarquer aussi au niveau du support de moteur, un bon support de moteur, là. Donc, lorsqu'on va embrayer, il va bien travailler pour se positionner. Ce qu'on peut remarquer ici aussi, le bloc de frein ABS, il y a du frein ABS sur les 4 roues avec l'antipatinage. C'est tout nouveau, ça. Fait que ça. Je trouve ça très bien pour ce type de catégorie de véhicule. Également bien positionné dans le véhicule. Effectivement. Puis on voit ici au niveau des liquides, jauge pour l'huile, jauge pour le système de freinage, lave-vitre. Tout est accessible, batterie. Fait que l'intérieur, au niveau du capot, tout est bien positionné. Aussi, au niveau des transmissions, c'est des transmissions quand même assez avancées pour la catégorie. Bien, je comprends. On se retrouve avec une 6 vitesses, transmission automatique. Puis dans le manuel aussi, on a ça, 6 vitesses. Fait qu'au niveau d'économie d'essence, rendement du véhicule, super. Beau choix technologique. Oui. Frein suspension. D'accord, on va aller voir. Alors, Martin, on va commencer avec les freins. Oui, d'accord. Ce qu'on peut regarder, on a un système de frein à disque en avant, ventilé, fait que pour disperser encore une fois la chaleur. Ici, l'étrier de frein bien positionné avec la grandeur de plaquette. Je trouve qu'il y a une bonne grandeur de plaquette pour le système de freinage. Belle plaque de protection pour préserver notre disque de frein. Au niveau du système de freinage, bien correct. Si on peut regarder, si tu me permets, au niveau de la suspension en avant, assez conventionnelle, à type McPherson. Puis, on regarde l'ensemble de stabilisateurs avant, positionné, on avait déjà parlé auparavant, positionné en avant de l'auto. Ce que j'aime moins, peut-être plus accrochant, roche, pierre ou de la neige, glace, peut-être vulnérable ça un petit peu. Mais je comprends un petit peu Hyundai pour donner un petit peu plus de stabilité. Mais par contre, je trouve ça devient un peu plus vulnérable, surtout pour notre climat ici. Effectivement. Mais ce n'est pas un élément majeur là, de défectuosité, c'est correct. On regarde aussi au niveau de la table de suspension, bonne table de suspension. Puis au niveau de la rotule qui est positionnée en dessous, qu'on a peut-être difficilement à voir à la caméra, mais tout est correct au niveau de la suspension. Puis la barre stabilisatrice avant, je trouve qu'il y a une bonne grosseur pour la stabilité de l'auto. Bonne grosseur en avant. On a bien fait le travail. Oui. On va le voir à l'arrière. D'accord. Ici à l'arrière, quelques éléments à retenir. Une belle surprise puis une déception également. Bien, d'accord. On va regarder la surprise. C'est le disque de frein en arrière. Bonne nouvelle pour Hyundai. Ils ont bien pensé avec un disque de frein. 4 bons freins à disque aux 4 roues. Une bonne répartition au système de freinage aux 4 roues. Étrier de frein bien positionné avec les plaquettes de frein, une bonne grandeur aussi. Puis, qu'est-ce qu'on peut remarquer en arrière? La suspension à boudin, assez conventionnelle. Par contre, en dessous, je vais pouvoir mieux vous l'expliquer avec le pont rigide. Que j'oubliais, là, le disque de frein, il est très bien protégé aussi avec la plaque de protection. Effectivement. Côté vulnérable un petit peu, Daniel, que je suis déçu de ça un petit peu, c'est le tuyau de remplissage qui est à l'air libre. À court terme, je ne pense pas qu'il y ait de problème, peut-être à long terme. Ici, on voit sur la fausse aile, bien protégée, il aurait pu continuer cette fausse aile-là pour protéger le tuyau de remplissage. C'est la seule chose que je vois en arrière qui est vulnérable. Donc, à faire attention et ne pas négliger l'entretien de ce côté-là. Exact. On va aller voir en dessous maintenant. D'accord. Bien, Martin, on est rendu sous le véhicule et on a plusieurs points à remarquer. On va commencer justement avec un élément qu'on parle souvent. Oui, effectivement. Au niveau du récupérateur de vapeur d'essence, qui est bien positionné, bien caché. Il y a plein d'éléments électroniques, quand il est à l'air libre, qui est vulnérable.
la glace, le sable, ou peu importe, là, on se retrouve souvent avec un check engine allumé qui part souvent de là. Parce qu'on le positionne souvent très, très mal. Et là, on l'a bien protégé. Oui, félicitations à Hyundai pour ça. Intégré pratiquement dans le réservoir d'essence, c'est très bien pensé. Exact. Ensuite, on retrouve, comme on parlait au niveau de la suspension, c'est un pont rigide, conventionnel, comme on voit, fait des années, avec une suspension à bout d'œil en arrière. Positionnement de l'amortisseur, c'est très, très conventionnel en arrière. Donc, pas de révolution. Pas de révolution. On suit la parade de ce côté-là. Effectivement. Mais ça fait le travail. Mais c'est comme ça depuis X très, très années. longtemps. Et pour la catégorie, ça fait le travail. Puis les coûts d'entretien, de réparation, c'est minime. Voilà. Et voilà. Ensuite, on retrouve au niveau du système d'échappement, tout en acier galvanisé en section. Fait que moins onéreux si on veut le faire remplacer à un moment donné au cours des années, mais en acier galvanisé comme ça, on peut faire un bon bout. Belle amélioration. Belle amélioration de ce côté-là. Les principales composantes aussi, la tuyauterie bien dissimulée. Tuyauterie bien dissimulée. On voit en dessous qui sont cachés au niveau de la canalisation d'essence et de frein. Par contre, ils n'ont oublié un petit bout. Il en manque un petit bout. L'effort était là, mais on n'a pas terminé. C'est ça, effectivement. Fait qu'on aurait pu, il en manque à peu près 2 pieds. OK. Fait que, un petit détail, ce serait peut-être important de couvrir cette canalisation-là. Et pour les entretiens, Martin, au niveau des changements d'huile et tout, est-ce que c'est bien positionné? C'est très bien positionné pour les techniciens pour accéder au filtre à l'huile. Très facile en avant. Fait que les techniciens vont être contents de cela. L'antirouille également, on a bien protégé le oui, véhicule. l'antirouille, très bien pensé, bien protégé au niveau même du réservoir à essence. Le dessous du véhicule, très bien protégé. Tantôt, on parlait, je reviens un petit peu, Daniel, change de sujet un petit peu au niveau du système d'échappement. On voit les attaches de caoutchouc au niveau, sont une bonne grosseur, donc au niveau de la vibration, bien soutenue. Je trouve que c'est un élément important à mentionner. Mon travail de ce côté-là. Donc, dans l'ensemble, c'est quand même bien fait sur le véhicule. Exactement. Si on va un petit peu plus en avant, qu'est-ce que j'ai aimé aussi au niveau de la protection en avant du châssis, au niveau du flexible. Ça, c'est une pièce qui est vulnérable. Il est toujours positionné en avant. Fait que c'est une pièce qui est vulnérable, puis qu'on a souvent des problèmes avec ça, mais protégée comme ça. Je trouve que c'est bien pensé. Au niveau du support à transmission, il y a un bon support de transmission. Donc, lorsqu'on embraye, tout le moteur et transmission pour lui donner un petit peu de lousse avant et arrière. Je trouve que bien positionné. Beaucoup plus doux également. Effectivement. Voilà pour le dessous du véhicule. Oui. Alors, Martin, ton évaluation mécanique de la nouvelle Accent 2012. Oui, Daniel, ils m'ont vraiment surpris, le petit Hyundai Accent. Au niveau, un bon 4 cylindres 1.6, on retrouve une transmission manuelle 6 vitesses et une transmission automatique 6 vitesses. De ce côté, motorisation très bien réussie. Au système de freinage, 4 bons freins à disque. Je trouve ça très bien avec un système ABS et l'antipatinage qui est tout nouveau sur le Hyundai Accent. Fait que c'est un bon véhicule. Je pense qu'un véhicule qui va bien vieillir, puis peu coûteux comme entretien. C'est ce que les gens recherchent en général. Donc, belle nouveauté technologique avec une belle construction de véhicule. Alors, Hyundai ont réussi leur tête. Oui, bien réussi, Daniel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous sommes de retour à Virage. Toujours les façons de nous rejoindre. 670-9078, poste 230 ou encore virage à commercial-telmac.tv.
TV. Ça nous fait toujours plaisir. Il y a Chantal qui veut savoir, est-ce que les tractions intégrales sont tout aussi performantes les unes comme les autres? Est-ce que, par exemple, le Kia Sorento ou le Subaru Outback, si elles sont différentes, laquelle on doit choisir? Bien, il demeure qu'il ne faut pas oublier que Subaru, pendant des années, avait une très bonne traction intégrale. Maintenant, avec les transmissions courroie, on a voulu couper sur les dépenses. On appelle ça traction symétrique. Ça n'a pas une grosse différence avec une Kia, je peux te dire ça. Et pour avoir roulé ces voitures-là dans la neige ou dans la glace, dans les côtes, bien, ça m'est arrivé de rester pris sur un petit bloc de glace de rien parce qu'il y avait une roue qui patinait et ça ne voulait pas avancer. Antérieurement, on avait des ponts autobloquants sur les Subaru qui nous permettaient de passer à des places assez difficiles. Mais ce n'est plus le cas. Alors, si on a besoin d'un véhicule... C'est le cas dans les hauts de gamme. Il faut aller dans les hauts de gamme. Et moi, je pense qu'on a le choix. La question de prix, comment est-ce qu'on veut investir pour acheter une voiture? La différence des Subaru va être dans la tenue de cap sur la route. Mettons, il y a de la neige, un peu de gadou. Tu roules, le fait de son 25 à chaque roue. Il y a du couple sur chaque roue. Les roues n'ont pas besoin de patiner. Ça nous donne une tenue de route, une tenue de cap qui est quand même légèrement supérieure. Mais maintenant, là, tout se passe avec les systèmes informatiques. On gère très, très bien. Et qu'on soit chez Kia, chez Ford ou chez n'importe quel autre, d'abord, il y a 2-3 fournisseurs de systèmes de traction intégrale. Donc, à la limite, là, les systèmes sont rendus tellement performants que ça réagit très rapidement. Mais les antipatineurs, Daniel, les antidérapages, etc., qui sont ajoutés à chacun de ces véhicules-là font que ça devient des véhicules qui se ressemblent énormément. Donc, les systèmes de traction sont à peu près tous égaux. Il y avait une grosse différence. Te souviens-tu de chez Volvo quand ils sont arrivés les premiers avec leur première traction intégrale? Les autres avaient des systèmes Aldex. Puis ils étaient lents à réagir comme ça se pouvait pas. Alors là, on pouvait dire qu'il y avait un écart. Une grosse différence. Gros écart, mais là, maintenant, l'écart, c'est... La vraie différence, Daniel, se situe peut-être au niveau de l'économie d'essence. Et selon ce qu'on achète de véhicules là-dedans, un Sorento risque de consommer un petit peu plus qu'un Subaru. Alors, mais au niveau garantie, le Sorento a une meilleure garantie. Et le Sorento, au niveau inspection, etc., je pense que c'est un petit peu moins dispendieux au niveau lorsqu'on rentre chez le concessionnaire. Pour moi, ils sont pas mal nez à nez. C'est peut-être pas loin. Peut-être pas loin. On a des questions sur des voitures quand on va les faire à l'essai. Je voudrais savoir si vous allez faire, et c'est Serge qui nous demande ça, vous allez faire l'essai de la nouvelle Kia Soul 2012 avec la nouvelle mécanique. Oui, eux qui étaient avec une 4 vitesses, puis il y avait de l'ancienne mécanique lorsqu'on parlait de transmission automatique. Ça devrait être bientôt, mais je ne l'ai même pas vu passer encore, ce véhicule-là. On ne l'a pas offert encore comme véhicule de presse. Dès que ça va être... Dès qu'on va l'avoir en main, c'est certain qu'on va le rouler et qu'on va pouvoir le faire. Et pendant qu'on est dans les demandes d'essai, donc on a la Soul 2012 à essayer, Jacques, le plus vite possible. On a Steve qui nous demande quand est-ce qu'on va faire l'essai du Veloster de Hyundai. Il semble très hot. Il y en a d'arrivés. Il est arrivé. Il commence à arriver, c'est pour ça qu'on commence à avoir je l'ai prochainement. Je ne me souviens pas de la date exactement, mais je l'ai prochainement. Alors, on va pouvoir le rouler et en parler. Donc, dans les prochaines semaines, le Veloster devrait être avant la Kia Soul. Oui. On a Annie qui nous dit que son chum regarde pour une Honda Accord. Elle vérifie si son chum fait les affaires correctement. Donc, son chum va un Accord SE 2.4, 177 chevaux, 16 pouces. Et on nous dit, ça vaut-tu la peine d'y aller avec le modèle EX à 27 000, quasiment 3 000 $ de plus cher. Puis là, le 4 cylindres est à 190 chevaux au lieu de 177. Oui. Il n'y a pas une grosse différence. Avec des roues 17 pouces. Moi, j'irais avec les roues 16 pouces. Pour ici, pour le Québec, si on n'a pas vraiment besoin d'avoir la super roue et super supposément performante, qu'on n'a pas vraiment, une Honda Accord, c'est une bonne voiture. Ça n'a rien de plus excitant que ça. Antérieurement, ça a déjà été une des voitures. Ça ne l'est plus. On a juste à penser, par exemple, à la Sonata ou à la Kia Optima, qui sont deux superbes de voitures qui viennent compétitionner ça comme ça a jamais été. Mais là, d'accord. Tu n'entends pas parler. Hein? Il n'y en a pas gros à l'autre. La fiabilité, bonne consommation, tout. Allez-y, sans problème, Annie. On a d'autres questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre au cours des prochaines semaines. Continuez de nous les envoyer en grand nombre.
Déjà le temps de parler de pneus d'hiver. C'est incroyable, hein? Ça va vite. Oui. Hey, la neige arrive, Daniel. Bon, quand on parle pneus d'hiver, bien, on s'en va voir. Les outards sont partis, puis on va voir Jean-Guy. On s'en va Jean-Guy, hein? Alors, on va voir Jean-Guy, justement, avec ses judicieux conseils concernant les pneus d'hiver. On va revenir. La chronique de pneus vous est présentée par les pneus Toyo et par Desharnais Pneus et Mécanique. Garage recommandé CAA, membre des pneus. Les pneus Toyo, au-delà de la performance. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, cette semaine, on va faire le tour des compagnies, différentes compagnies, pour aller voir les nouveautés et faire un peu le tour de leurs produits, des produits qu'ils offrent, les produits vedettes, disons, dans le pneu d'hiver pour différentes compagnies. Pneu tourisme pour commencer. Absolument. On va commencer avec le manufacturier Toyo, avec sa grande nouveauté cette année, le Observe GSI 5. C'est un pneu, franchement, au niveau technologique qui est très évolué. On sait que Toyo, légendairement parlant, a été un des investigateurs du pneu unidirectionnel. Donc, on revient avec un pneu unidirectionnel. Évidemment, on n'a pas laissé tomber ça chez Toyo. Par contre, on a travaillé beaucoup au niveau des composantes de la semelle, le design, la technologie. On parle de pompe aussi, qu'on va évacuer l'eau. OK. Parce qu'un pneu, qu'est-ce qui est important? On sait qu'il se ramasse toujours de l'eau sur la glace, et c'est ça qui est très glissant. Et le combat que les manufacturiers de pneus ont à faire pour maximiser l'adhérence, c'est d'éliminer cette surface, ce film d'eau-là, qui se situe entre la chaussée et le pneu, pour justement donner le maximum d'adhérence au consommateur avec son véhicule pour être en mesure de freiner adéquatement. Donc, évacuer l'eau, sortir l'eau, c'est ce qui est important. Exactement. Et on sait que c'est le pneu, eux autres ont toujours préconisé chez Toyo le pneu à crampons, sans crampons. Donc, les écailles de noix, on revient avec ça ici, évidemment. On sait que c'est une surface qui est dure. C'est que ces écailles-là, ça fait en sorte que ça fait une grippe supplémentaire lorsqu'on a besoin de ce type de... Ils ont prouvé que c'est assez efficace. On a raison de le maintenir. Absolument. Donc, c'est la grande nouveauté cette année chez Toyo. Et puis, on a justement une partie de la semelle ici. Et on voit aussi toute la texture du caoutchouc qui est très souple. Fait qu'on voit que les lamelles qui ont été dessinées en zigzag font en sorte que ça maximise l'ouverture de ces lamelles-là pour justement déployer le maximum de caoutchouc au sol pour le freinage. Donc, c'est ça qui est toute la technologie de Toyo. Parfait. Et on a d'autres, oui, chez Pirelli. Pirelli, le Winter Carving Edge. On revient avec le Winter Carving, ça fait quelques saisons qu'il est là. Unidirectionnel également. Carcasse légendaire aussi. Hein? On sait qu'une carcasse de Pirelli, c'est beaucoup plus raide. Est-ce que ça leur nuit pas, cette carcasse très dure chez Pirelli en pneus d'hiver? Parce que encore là, c'est une question d'application. Okay. Il y a des types de véhicules avec des bras triangulaires qu'on a pensé, ou ce qu'on a une suspension qui est agressive un peu sur le véhicule. Le pneu Pirelli celui va bien répondre. Va être bien adapté pour ça, va bien répondre à ce niveau-là. Alors, Jean-Guy, on est rendu chez Goodyear avec toute une nouveauté et un pneu qui, moi, à première vue, me laisse un peu sceptique. Oui, mais par contre, la technologie WRT chez Goodyear, comme tu le mentionnes, c'est la grande nouveauté, le Ultra Grip Ice. On a le prédécesseur, le Ultra Grip Ice qu'on a connu depuis le jour et la nuit, là. Nombreuses années. Et on était aventureux chez Goodyear pour nous sortir un design de semelle très, très, très progressif et très innovateur, avec des blocs quand même qui sont une surface au sol, on ne peut pas dire qui est négligeable, hein? Très présente. Fait qu'on a fait le pari chez Goodyear de miser au niveau de la texture qu'on a utilisée, qu'on a développée chez Goodyear, qui compose la bande de roulement, et pour avoir un pneu unidirectionnel très prononcé, ça se voit très bien, et à voir vraiment comment ça va se développer au fil des mois qui nous attendent pour affronter l'hiver, voir de quelle manière que ce pneu-là va réagir. C'est un pneu qui promet beaucoup en termes de douceur de roulement. Pour avoir fait des essais l'année dernière avec ce pneu-là, on peut tirer de nos conclusions qu'on l'a essayé sur des pavés mouillés, mais dans les conditions hivernales, ça reste à voir comment est-ce qu'il va se débrouiller. Alors, chez Hankook, Jean-Guy? Oui, chez Hankook, on nous présente cette année le Hi-Pike W409, pneu unidirectionnel, bloc de caoutchouc qui est quand même bien. On va pouvoir explorer un peu plus ce produit-là cet hiver, puis en reparler aux téléspectateurs pour voir les performances de ce pneu-là. C'est un pneu que je ne connais pas beaucoup. Une nouveauté. Une nouveauté qu'on va découvrir On va un peu suivre. par la suite. Chez Nokian? Nokian, ben oui, Nokian. Ben, on commence avec leur gamme d'entrée de marché, qui est le Norman 2, Norman 4. C'est un pneu quand même dans la catégorie de Nokian, qui est le plus économique en termes de pneus,
qui demeure un caoutchouc qui est quand même très bien, avec des bonnes applications, ça se défend bien. Ça sort des usures quand même intéressantes. Tous des pneus unidirectionnels chez Nokian pour l'hiver, pneus qu'on peut avoir avec des crampons écologiques également, ou sans crampons. Mais on voit aussi par le nombre de lamelles aussi, comme le design de semelle est quand même très, très bien fait. La grande nouveauté chez Nokian, Acapelita 7, donc on est rendu à cette génération de Capelita. C'est un produit qui est quand même très intéressant, Daniel, par sa technologie au niveau du crampon. On a misé beaucoup sur le crampon et la fameuse patte d'ours qu'on appelle, c'est des pommes qui évacuent l'eau, coupent le film d'eau justement pour maximiser l'adhérence. Les lamelles aussi qui descendent beaucoup profondément sur les côtés, qui nous donnent beaucoup d'adhérence latérale. Et c'est un pneu aussi qui va très bien faire aussi en termes de freinage sur pavé très glacé, que ces lamelles-là en question vont se déployer beaucoup pour nous donner beaucoup de stabilité, beaucoup de contrôle également avec notre véhicule. Fait que c'est un pneu qui fait fureur présentement chez Nokian et qu'on mise beaucoup sur la dernière génération. Très beau pneu. Chez Michelin, Jean-Guy? Oui, Michelin, le X16 XI2, qui est quand même de deuxième génération dans le X16. C'est un pneu unidirectionnel, beaucoup de surface au sol, avec des performances qui sont bien quand même, malgré tout, mais ça demeure un pneu beaucoup plus à glace que neige et glace. Okay. Fait que c'est important de faire attention selon les applications. Beaucoup de trous avec les pompes qui vont aussi pomper. Ça va pomper de l'eau. On va en pomper de l'eau. Toutes les manufacturiers de pneus ont parti sur cette technologie. Il n'y aura plus une goutte d'eau sur les routes, par contre, le fond de vérité dans tout ça, quand on parle souvent, on a parlé des années précédentes, tu sais, du film d'eau qu'il faut casser, qu'il faut couper. Bien, on a découvert, c'est une des solutions. Dans la même famille de Michelin, on a la division BF Goodrich avec le Winter Slalom KSI qui avait fait son entrée l'année dernière. Et cette année, on a agrandi la gamme de dimensions. C'est un pneu très intéressant. Puis rapport qualité-prix aussi, c'est bien. C'est à considérer dans notre magasinage, ce pneu-là qui nous donne un bon rendement. Chez GT maintenant, Jean. GT. Bien, GT, on sait que GT Radial, c'est un pneu extraordinaire. On a le Winter Ice Pro. Et le Winter Ice Pro, on peut l'avoir cramponné ou non cramponné. Et c'est un pneu qui est très, très, très bien en termes de rapport qualité-prix. Quand on parle d'importation ou ce qu'on veut avoir un budget qu'on veut mettre plus restreint, puis qu'on va avoir quand même une qualité qui a du bon sens, on peut aller dans un manufacturier comme ça, carcasse très bonne, bon dessin de semelle, composé de caoutchouc très bien également. Et pour avoir fait beaucoup de tests l'hiver dernier avec ce produit-là, on peut dire que la stabilité avec sa bande de roulement centrale est très bien, donne beaucoup de stabilité latérale et une bonne adhérence au freinage. Donc, cramponné, c'est ce rapport qualité-prix-là chez GT, très impressionnant. Alors, Jean-Guy, on voit qu'il y a beaucoup de choix dans le pneu tourisme. Il s'agit, comme on l'a dit en tout début et la semaine dernière, de bien choisir son pneu selon l'utilisation qu'on va en faire. Absolument, Daniel. C'est la clé du succès si on veut passer un hiver ensoleillé, d'avoir, puis surtout en sécurité. Ce qu'on recherche en hiver, c'est d'affronter les surfaces de route qui se présentent à nous de façon le plus sécuritaire possible. Et aujourd'hui, on n'a pas de raison de dire, malgré qu'il y a une loi, malgré qu'il y a des pneus qui apparaissent sur le marché, qu'on a greffé un pictogramme sur un pneu 3 saisons, peu importe, on n'a pas d'excuse maintenant de ne pas avoir le bon pneu d'hiver par rapport à la bonne voiture et surtout par rapport à la bonne application qu'on fait de notre véhicule. Donc, échangez beaucoup avec votre conseiller, celui avec qui vous faites confiance par rapport à vos pneus, et demandez-lui exactement c'est quoi vos attentes que vous avez par rapport à votre type de véhicule, et on va choisir un pneu qui vous convient adéquatement. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir. Nous voilà de retour déjà à la fin de l'émission. Ça va vite, Jacques? Hey, ça passe vite, en effet. Ça passe très vite, hein? Oui. Hey, Jacques, une des voitures qu'on doit suivre cette année au pas, c'est la Chevrolet Volt. Absolument. Puis là, on a déjà des amis qui ont pris possession de leur Volt et là, on va suivre tout ce qui va se passer avec la voiture.
Et on devrait avoir un bon diagnostic de cette voiture-là. On va avoir, je pense, des bons rapports de comment est-ce qu'elle se comporte. Mais je peux te dire, actuellement, j'ai parlé avec Daniel Nadeau de Safari Condo. C'est un maniaque de voitures électriques. Il roulait une Prius antérieurement. Depuis des années. Depuis des années. Alors, il est arrivé avec la nouvelle Volt. Et je peux te dire qu'il est très excité d'avoir cette nouvelle voiture-là en main parce que il dit « J'adore rouler électrique ». Dans le sens qu'il dit « J'ai fait 500 km en fin de semaine, je n'ai pas consommé 1 litre d'essence ». Il dit « Je peux arriver chez nous ou à l'usine le matin, je me branche, puis il dit « Je repars en fin de journée, puis ma pile est complètement chargée, je n'ai pas besoin de consommer du tout ». Il dit, je conduis ça comme une voiture normale, une voiture ordinaire, le système de chauffage, les sièges, etc. Tout va à merveille. Il dit, je suis vraiment au-delà de mes espérances. Alors, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça va donner. Puis lui, en plus de ça, comme il dit, à mon bureau, je me fais installer une borne 220. Fait qu'il dit, ça va prendra entre 2 et 3 heures pour faire le plein quand elle sera vide. Mais il dit, pour une période de temps, selon moi, je ne consommerai plus 1 litre d'essence. Son frère aussi va en avoir une? Il va en avoir une, lui, au mois de décembre. Le mois de décembre ou janvier, parce qu'il y en a 2 à Québec qui ont eu leur voiture. Et l'autre, ils ont commandé tous les 2 en même temps, les 2 frères Nadeau. Il y en a une qui la reçoit là, et l'autre va la recevoir apparemment au mois de décembre. Ça a fait des chicanes de famille, je suis sûr. Ça a presque passé. Merci, Jean. Un plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette autre édition du Virage. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine à l'antenne de Télémag Québec et on se reparle mardi soir prochain, 21h30. Bonne semaine.